Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment, dans la Madone Noire, les héros ont appris l'histoire de la famille Kalenko et vagabondent dans un paysage de cauchemar. Nous reprenons alors que Sven vient d'arracher le bras d'un enfant qu'il tentait de sauver dans ce rêve. Bonne écoute de la Madone Noire, épisode 38. Moi, je vois qu'il y a quelque chose qui se passe mal, donc j'essaie de m'allonger, de l'aider. Sven, je lui tends mon bras pour le... Enfin, je sens que tout est en train de partir en vrille. Moi, je suis en train de hurler et je serre fort le bras que j'ai arraché de Jonas. En arrachant ce bras et en étant pris de terreur, t'as un flash qui te revient. Tu revois Jonas quand tu le renverses. Tu vois que tu t'arrêtes, que tu as renversé, et tu vois sa mère à côté qui te regarde. Et tu vois qu'à ce moment-là, tu prends un flingue et tu la bats. Je crie non très fort jusqu'à je m'époumonne quoi, à dire non, c'est pas vrai, j'ai pas fait ça, c'est pas vrai. Et je pense que je suis prostré dans un coin en train de pleurer. Je vois que j'arrive pas à l'attraper. Tu peux aller le chercher. Ouais. Oui, voilà. Je descends, j'essaie de le rattraper et de pas penser à tous les enfants et de me dire qu'en allant au centre, on pourra peut-être tous les aider. Tu le remontes avec toi. Ouais. Et au moment où tu remontes, t'entends clac, la grille qui se referme. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il faut trouver un autre moyen que juste les libérer par nous-mêmes. J'essaie de le porter peut-être. Je sais pas si dans quel état il est. Je pense que je peux marcher, mais il faut me soutenir parce que je sais pas où je vais. Je vois plus rien. Donc je le soutiens et je réécoute Irina qui me guide. Donc elle vous guide jusqu'à une pièce un peu plus grande, on va dire peut-être un cœur de labyrinthe, quoi, quelque chose comme ça. Vous êtes au centre de cette pièce un peu plus grande. Et vous voyez une espèce de fumée huileuse qui est autour de vous. Toi, tu sais que tu dois t'arrêter là, tu sais pas pourquoi. À ce moment-là, il y a des formes qui semblent émerger de différents points, convergeant vers vous. En fait, il y a exactement 3 silhouettes qui émergent de la fumée et qui viennent vers vous. Vous reconnaissez les 3 femmes qui étaient dans le temple des 3 Russes lors du premier rituel. Je pense à Chezenko et je lui demande de venir nous aider. D'accord. Qu'est-ce que vous faites quoi les autres? J'attends de voir si elles vont nous parler, je regarde leur attitude, si elles sont menaçantes. Déjà, de par leur corps, rien que ça, c'est une menace en soi, j'imagine. Il y en a une qui était assez âgée, du sang qui ruisselait de sa bouche, le corps complètement décharné. Mais il y avait une autre à qui il manquait les de basse de la mâchoire, plutôt une jeune fille. Et il y en avait une troisième qui était une femme un peu plus... qui était aussi une jeune fille, mais moins jeune que l'autre, qui est complètement éviscérée, il y a juste sa colonne vertébrale qui la retient, comme si elle avait été dévorée. Je leur dis « Aidez-nous ! Nous sommes les servantes de Chagidiel. Vous êtes ses ennemis. Ce domaine appartient à l'un de ces 3 incarnés. L'un de ceux que vous avez libérés des 3 innocents. Il s'agissait de 3 orphelins, sauvés avant que le portail ne se referme. Devenus des hommes, ils pensaient pouvoir lui échapper. Ils ne comprenaient pas ce qui résidait en eux. Ce lieu renferme ceux qui n'ont pas pu sortir avant que le portail ne se referme. Leurs rêves sont prisonniers. Vous pouvez les libérer. N'ignorez pas nos paroles, pour la simple raison que nous devons vous arrêter. Lorsque le moment arrivera, ne le ratez pas. Quel est l'incarné qui possède le lieu, qui est maître des lieux? Les incarnés n'ont pas de nom.
Quel est le nom humain que l'incarné utilise? Vous êtes dans un rêve. Qui on doit affronter alors? Un des trois. Après vous. Effectivement. Moi aussi, je pense à Shazenko, quoi. Je pense fort chez Zenko. Eh bon. À présent, Oui. nous devons vous empêcher d'atteindre votre but. Bah, c'est... Telle est notre mission. Préparez-vous. Et elles commencent à étendre leurs bras. Vous voyez des espèces d'excroissances osseuses, pointues, métalliques qui sortent de leurs membres. Et elles s'approchent doucement vers vous. Il y a une jeune fille qui a des cheveux longs, noirs, encroûtés de sang. Elle a des tresses. Le bas de son visage a été arraché. Elle vient vers vous et elle a des crochets au bout de ses membres, en fait, qu'elle peut visiblement lancer. À 3-4 mètres, il y a la sœur aînée, sans doute. Elle porte des robes cérémonielles. Mais là où sa peau est découverte, effectivement, il n'y a que sa colonne vertébrale, il n'y a pas tout ce qui est le bas de son ventre, en fait. Et elle a des ongles coupants comme des lames de rasoir. La dernière, c'est une femme mince, aux cheveux noirs striés de blanc. Elle a la bouche barbouillée de sang, et elle tient un hachoir à viande à sa ceinture et qu'elle saisit dans sa main. Tu commences à transformer, donc ça prend un peu du temps, elle commence à se solidifier en statue de métal, c'est ça, Ouais. la dernière. Et à ce moment-là, tu la vois, elle te regarde et elle commence à prononcer des paroles en russe, comme une espèce de malédiction, tu sens ça. Et tu comprends ce qu'elle dit. Je te condamne à porter la même maladie que ta mère et à être le véhicule des créatures démoniaques. Toi, tu commences à te transformer en Nikolai Kalenko. Peut-être devant la deuxième fille. Tu vois, t'as ces traits qui arrivent. Et à ce moment-là, tu t'aperçois que la fille qui est devant toi bondit vers toi en hurlant. Tu m'as sacrifié! Et toi, Sven, tu commences à vouloir à faire apparaître un pistolet pour peut-être tuer la plus âgée qui est devant toi. Et effectivement, un pistolet se matérialise dans tes mains. C'est un pistolet à eau pour enfants. Je tire quand même. Ok. À ce moment-là, donc la jeune femme a bondi vers toi et essaye de te planter ses ongles dans le torse parce que ce qu'elle a porté en fait, et elle te hurle des insanités, détestant son père qui l'a sacrifié et qui l'a livré aux abus de l'autre homme. Elle te commence à te griffer, tu sens ses ongles qui se plantent en toi, et toi, la femme qui est devant toi, alors que tu lui tires dessus avec de l'eau, elle commence à essayer de vouloir abattre son hachoir sur ta main qui est tendue vers elle. Elle abat son hachoir sur ton bras, et toi tu as le réflexe de vouloir éviter son hachoir, tu essaies de reculer ton bras. Hélas, elle l'abat suffisamment fort pour que il touche ton arme et qu'elle tombe à terre. Mon arme? Ouais. Oh purée, t'as perdu ton arme. Donc, il y en a une qui est en train d'enfoncer ses ongles... Dans l'enfant incarné par... l'enfant transformé en Nikolai Kalenko, incarné par Marcus. Et l'autre, l'a loupé. L'autre, elle a fait tomber le pistolet à eau de l'enfant Sven. Déjà. Bah, toi, tu plonges vers elle avec ton bouclier. Bah du coup, moi, je vais utiliser mon autre altération. Je vais la faire comme pour les enfants. Je vais le sol va lui attraper les chevilles, et puis je vais rendre ça permanent. Et puis comme ça, moi, je vais pouvoir reculer pour m'éloigner d'elle. Dans le même esprit, je vais essayer de créer une épée. Ça va être un canif à tous les coups, mais... Alors que donc la première, elle était commence à se figer complètement, et tu sens qu'en fait la première femme que tu as solidifiée, en fait, tu vois qu'elle lutte contre, et tu entends des craquements à la base de son corps, mais elle est en train de lutter contre la statification qu'elle a prise. Et tu t'es jeté sur l'autre pendant que
Marcus essaie de lui saisir les chevilles en fait. Donc effectivement, tu vois le sol qui se meut autour de ses chevilles, qu'il les saisit, et tu plonges vers elle avec ton bouclier. Et au dernier moment, en fait, elle se retourne. En se retournant, elle t'écarte le bouclier, elle plonge sa main dans ton ventre avec ses ongles, comme pour t'arracher les intestins. Au dernier moment, alors que sa main commence tu sens ses ongles commencer à perforer ton ventre, tu sens qu'elle va enfoncer sa main complètement pour t'arracher l'intestin, ton bouclier, tu lui donnes un coup sur sa main pour l'enlever, t'en perds ton bouclier, tu te retrouves les bras écartés devant elle, mais t'as repoussé la main dans un premier temps. En même temps, tu vois qu'en faisant ça, elle s'est retournée vers toi, parce que tu es arrivé dans ton dos. Et donc, il y a un de ses jambes qui s'est arraché, en fait. Son pied est resté dans le sol. Il y a du sang qui coule de son tibia. Elle s'est arraché la jambe du sol. Et elle voit ce sang qui coule par terre. Tu crois percevoir un sourire sur son visage. Toi, tu as fait grandir une épée devant toi. Oui. Tu as ton épée et... Eh bien, elle va essayer de te saisir comme pour te gronder, en fait. Elle essaie de mettre la main sur toi pour essayer de te saisir. Elle prend ton bras et t'as bien ton épée, mais t'es incapable de la mouvoir. Qu'est-ce que vous faites? Moi, comme elle est de dos, j'essaie de la tuer, de tourner la tête, vriller la colonne, quoi. D'accord. Ok. Moi aussi, je vais essayer de faire apparaître une épée. Et j'essaie de trancher la tête. J'essaye de faire apparaître un bouclier dans mon autre main. D'accord. Pour parer le coup qui arrive. Il y a la première, celle qui a pas de bouche, qui lutte avec sa solidification. Toi, t'as fait apparaître un bouclier pour parer le hachoir qui allait s'abattre sur toi, ce que tu fais effectivement. Et il y a Irina qui court derrière avec son épée, mais qui est un peu en retard et qui a mal jugé la distance et son coup s'abat à côté, mais néanmoins la créature l'a remarqué. Et toi, pendant ce temps-là, t'as dévissé t'as essayé de tourner la tête de la femme qui n'a qu'une seule colonne vertébrale. En fait, elle se retourne et tu tournes la tête vers toi, elle te regarde et elle te sourit. À ce moment-là, celle qui est devant toi, Sven, crie quelque chose en russe. Et la créature devant toi, Marcus, arrache son autre tibia du sol, parce que les deux pieds sont pris, donc et puis tout en te souriant, elle commence à marcher pour s'éloigner sur ses tibias. La première créature qui était un peu solidifiée, tu vois que tout éclate violemment, et elle repart aussi dans les ombres, pendant que la dernière, la plus âgée, te regarde un peu comme si c'était ta grand-mère qui te grondait, lâche ton bras et repart dans les ombres. Vous êtes donc avec une espèce de truc bizarre qui est solidifié, mais tu ne sais pas si les pieds sont encore là, devant toi, Marcus. Et toi, Sven, donc tu as toujours 10 ans, avec une épée et un bouclier au côté, et toi, une grande épée et des ailes dans le dos, complètement ruisselantes de sang. Et moi, je suis en mode Nikolai Kalenko. C'est à ce moment-là, Sven, que tu sens que tu dois aller encore plus loin dans le labyrinthe. C'est quoi? C'est la poupée qui me le pousse? Donc, j'avance. Je leur dis, venez, on y va. On se dépêche. Tu gardes ton bouclier et ton épée. Tu l'abandonnes le pistolet. Non, mais je réfléchis, moi, à me préparer plus. Donc, il a toujours une espèce il a grandi. On dirait le vieil homme qui vous a accueilli, mais pas tout à fait exactement lettré, parce que t'as pas pu bien mémoriser tout ça. Mais tu as fait vraisemblablement un vieil homme avec une barbichette qui avance. Il se meut étrangement, parce que c'est un corps d'enfant qui fait mouvoir une grande personne. Donc c'est assez étrange comme accoutrement. À côté, il y a une jeune fille d'une dizaine d'années qui a des grandes ailes de sang dans le dos avec une épée à la main, et un gamin qui a sa poupée qui est coincée dans la ceinture de son pantalon avec son bouclier et son épée, et qui avance dans ce labyrinthe putride,
Et vous descendez de plus en plus profond dans le labyrinthe, vers son centre. La puanture du sang et des moisissures s'intensifie, la fumée noire vous étouffe. Les cellules que vous croisez sont maintenant vides. La lourde pluie de sang et de crasse devient une averse. L'air se fait de plus en plus froid, les ténèbres de plus en plus sombres. Vous avez passé, en fait, vous vous rendez pas compte parce que vous avez peut-être l'adrénaline d'arriver au bout, mais vous avez dû marcher des heures dans le labyrinthe. Vous atteignez finalement un corridor aux piliers ornementaux de métal noir. Au bout se trouve une dernière fosse. Tu sais, Irina, que vous êtes au cœur de la forteresse onirique de Chagidiel. Je leur dis, je communique. Vous avancez vers cette fosse. Oui. On est venu pour ça. Hein. Je repense encore à chez Zenko quand même. Vous avancez tous vers cette fosse. Moi, je vole... Parce que la fosse, c'est au sol. Ouais, alors en fait, tu peux plus voler. L'averse de sang est telle que tu t'arrives plus à voler, en fait. Oui. Vous apercevez dans cette fosse un petit enfant de 3-4 ans. Un petit garçon. Qui est terré dans un coin. Je l'appelle Boris. En fait, il est replié sur lui-même, donc il est à 2 mètres de profondeur, la fosse, et il bouge pas. Il réagit pas quand tu dis ça. Bah, je descends pour l'aider. Je le prends avec moi et je le sors. En fait, tu sens qu'il est terré, il se pousse, tu sais, le dos dans le coin de la fosse, en fait, qui est de boue, de peut-être d'excréments, de puanteur, tu sais pas, et il se blottit, il veut pas que tu prennes, il est replié sur lui-même. Vous avez vu Marcus qui est descendu, est-ce que vous l'avez suivi? Non, moi j'ai peur qu'il y en ait une ou les trois qui y reviennent, ou voire pire, donc j'observe les environs. La fosse, elle fait combien de mètres de profondeur? Elle fait 2 mètres de profondeur, Et 4 mètres de long, 3 mètres de large. Et toi, t'as sauté dedans. Je suis un adulte, je suis grand. Et vous voyez que Marcus essaie de faire venir l'enfant qui vous l'apercevez de là où vous êtes, qui veut pas, qui résiste, qui ferme les yeux, qui s'arc-boute comme ça, qui se replie sur lui-même. On voit qui c'est cet enfant? On voit son visage? Marcus, t'essaies, je force pas. Non, j'essaie de lui parler gentiment. D'accord. Viens mon grand, viens. En fait, il est mutique, tu vois, il est replié sur lui-même. Il te fait penser à un enfant qui a peur de se prendre un coup et qui est replié sur lui-même. Et toi, Irina, tu vois pas du tout qui ça peut être. En fait, en même temps, il y a le sang qui coule de partout. C'est vraiment, tu vois rien. Peut-être t'es plus aux aguets sur la menace qui pourrait tomber dessus. Et Sven essaie de regarder un petit peu qui est cet enfant et tu crois, mais t'es pas sûr que c'est Piotr. J'appelle Marcus. Tiens Marcus, essaye ça. Et je lui lance la poupée. J'attrape la poupée. Donc là, du coup, je réalise que c'est pas Boris, c'est En même Piotr. temps, t'as l'air tu représentes chez Kalenko, donc il doit avoir peur, le gamin. Non, pas très bien fait. Et puis je suis couvert de sang. Et je montre la poupée. Viens, Piotr. Il ouvre les yeux grands. Il s'en saisit. Et il pousse un hurlement assourdissant qui vous vrille les tympans. Le visage assombri par une rage complètement inhumaine. Les murs s'écroulent peu à peu autour de vous dans un nuage de plâtre et de mortier, vous aveuglant un instant. Vous êtes dans une immense salle dont le plafond se perd. Et des silhouettes se tordent au sol, brûlantes comme des torches. L'enfant se blottit contre vous. Il arrive. Vous pouvez le sentir. Il arrive pour me prendre. Alors, au milieu de ce carnage et de ces vapeurs et ces fumées, donc vous avez ce pauvre enfant qui est avec vous, des silhouettes qui se tordent de douleur au sol, et cette silhouette qui avance vers vous. Et vous avez un personnage que vous reconnaissez comme étant une des 3 créatures que vous avez libérées des Russes lors du rituel.
Donc il y a un incarné qui arrive. Un petit homme trapu, dans la quarantaine. Je pense fort, je ferme les yeux à Shajenko. Ouais, moi aussi, mais il veut pas venir. Je pense qu'on pense tous à Shajenko. Ouais, mais il a dit qu'il arriverait si on les trouvait. Ah, voilà, il est devant nous, on l'a trouvé. Il commence à tendre les mains en l'air comme ça autour de lui, à droite et à gauche, et vous sentez qu'il est en train de se faire se matérialiser dans ses mains quelque chose. Qu'est-ce que vous faites? J'aimerais savoir avant, à chacun, quoi vous pensez quand vous êtes devant lui, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui va motiver vos actions? Je me dis que c'est l'un des 3 incarnés, qu'on arrive près du but, 1 sur 3, que effectivement, je pense à Ivan Shazenko depuis le temps, et je me semble qu'il nous avait dit qu'il nous aiderait, mais voilà. Et après, je me dis, mais comment le détruire cette fois-ci? Faut pas qu'on loupe notre chance, faut qu'on le détruise, et j'essaie de trouver quelque chose pour le détruire. J'essaie de me remémorer les paroles des 3 femmes qui nous ont expliqué que quand on les aurait battues, on se retrouverait face à un incarné. Et donc c'est bien le cas, et bien sûr, je pense aussi à Shazenko depuis déjà longtemps, et voyant ce qu'il est en train de faire, je me demande s'il va faire apparaître une arme ou juste convoquer Shajidiel, donc j'aimerais aussi le tuer, et donc je sais pas, faire apparaître une lance que je vais lui jeter. Faut le détruire quoi, avant qu'il Et toi? mette fin à son rituel. Moi, depuis le début, ça fait longtemps, le seul truc que j'ai compris, c'est qu'il fallait détruire les incarnés. C'est tout ce que je veux faire pour sauver ma vie. Et puis maintenant, il faut sauver Piotr aussi. Et le petit garçon qui est juste à côté de nous, et du coup, je sais pas, je pense que je lance mon épée en essayant d'utiliser l'art du rêve pour la guider. Et donc, au moment où vous frappez, au moment de porter le coup que vous allez porter, quel qu'il soit, quelle est la raison, quelle est la cause que vous défendez? Pourquoi vous portez ce coup d'épée? Ou ce coup de lance, ou ce coup de... Sauver Piotr et sauver Jonas. Pour sauver Piotr et pour me sauver moi-même. Pour nous sauver tous de cette maladie qui nous ronge. Et puis parce que on a bien compris moi j'ai bien compris que l'équipe de Shajidiel, ils étaient horribles, quoi. Donc j'aimerais bien que, vu que c'est un tiers de son essence, j'aimerais qu'il soit renvoyé de là d'où il vient. J'essaie de faire prendre feu l'incarné devant toi. Moi, je fais apparaître une lance que je jette sur l'incarné. Et moi, j'ai déjà l'épée, et en fait, je veux la téléguider vers je sais pas, de sa tête. Tu commences à vouloir mettre le feu à l'incarné, et tu t'aperçois qu'il matérialise autour de lui des chaînes en feu. Et donc, quand tu le fais prendre feu, il te sourit et il éclate de rire. Toi, pensant là, tu envoies ton épée, donc il n'y a plus d'épée, pour la téléguider vers lui et qu'elle se plante en lui, c'est ça? Tu lui fais tomber en fait une de ses chaînes. Il y a une de ces chaînes qui tombe à terre. Par contre, elle tombe à terre et tu t'aperçois qu'elle tombe à terre lourdement et que, tu sais, elle se roule comme ça comme un espèce de serpent et elle vient balayer les pieds. À moi? Ouais. Ok. En fait, elle t'a fauché, elle t'a pas brûlé ou te donné de coups plus rapidement, mais tu tombes à terre. Et toi, tu essaies d'envoyer ta lance vers lui pour qu'il se la prenne. Et en fait, au moment où tu envoies ta lance, il t'a regardé en fait et tu t'aperçois que tu pars avec elle. Et en fait, tu pars, tu rentres ta lance dans son ventre. Tu t'aperçois qu'en fait, son ventre s'ouvre, il y a des intestins déjà pourris qui se déversent par terre. Mais t'es en face de lui et il te regarde. À ce moment-là, il commence à prendre la chaîne et à vouloir te l'enrouler autour de toi. Il t'a pris comme ça au niveau un peu sous les aisselles, t'essaies de te glisser pour sortir. Donc tu faufiles, tu passes un bras, tu passes ta tête, tu passes ton autre. Tu passes un bras, tu passes ta tête, tu passes ton autre bras, et tu sens qu'il serre de plus en plus, et t'as du mal à tirer, donc tu le fais glisser peu à peu ton bras, ça descend jusqu'au niveau de ton coude, comme ça, tu continues jusqu'au niveau de ton poignet, et là t'entends un crac saisissant, et tu tombes à terre, et t'as un moignon. Tu n'as plus ta main. Ah, je hurle. Tu hurles de douleur. Qu'est-ce que vous faites? Donc je voudrais que ses mains et ses chaînes du coup éclatent sous l'azote, c'est ça que j'aimerais. D'accord.
Je me relève. Je pense à une arme. Tu vas aller chercher ton arme ou tu... Non, j'essaie de rematérialiser une arme. Ah non, je vais pas me... Ok, bah vas-y. Elle est plantée dans lui, l'arme, non? Non, elle a fait tomber ça. Elle est tombée en même temps qu'elle fait tomber ses... Ouais, d'accord. Je vais pas m'approcher, non. Je vais pas m'approcher. Quel genre d'arme? Un pistolet. D'accord. Tu t'aperçois, Marcus, que ta blessure se... En fait, il y a l'air qui s'est devenu très très froid autour de lui, qui a commencé à faire éclater sa chaîne. Et ce froid-là, en fait, a complètement gelé le bout de ton moignon. T'es plus en hémorragie, mais t'es cryogénisé du bout du bras, quoi. Et lui-même, il est cryogénisé? En fait, non, lui, c'est juste sa chaîne qui a éclaté. Lui, il est incandescent. Bah, j'essaie de le mettre, de l'éteindre, en fait. De lui faire tomber, 50 litres d'eau sur la tête. Ouais, je fais tomber 500 litres sur sa tête pour tenter de l'éteindre. Ok. Et De garder mon pistolet. moi, j'altère mon corps et je me mets des pics partout. Entièrement hérissé de pics. D'accord. Et toi, à ce moment-là, tu as ton pistolet et tu le décharges sur lui. Même si je suis enfant, je pense que j'ai encore Fais un 70, on va dire. j'ai les pratiques pour tirer. Encore. Ouais. C'est encore. Bon, bah, je fais attention de pas tirer sur Marcus. Ok. Donc, je décharge mon arme, mais Tu décharges ton arme, en ouais, fait, tu tires, et en fait, les instincts de tueur, en fait, que les instincts, on va dire, que tu as De pratiquant, oui. pratiquant, que tu as dans le tir, fait que tu tires dans son visage, en fait. Oui. Et il y a toutes ces balles qui se fissent dans ton visage. Tu le vois, il y a du sang qui commence à couler de partout, et il te regarde en souriant, le visage complètement déformé. À ce moment-là, il écarte à nouveau les bras. En fait, il vous attire à lui. Ah bah, il peut. Oui, vas-y. Toi, tu résistes. En fait, tu résistes avec t'essaies de t'arc-bouter sur tes pieds en te mettant en arrière, peut-être même assis pour résister. Mmh. Et toi, t'es attiré à lui comme un aimant, en fait. Tu t'empales sur Bah ouais, sur lui. hérissé de pics. Et à ce moment-là, tu vois avec donc t'es tout souriant parce que tu t'empales sur lui et tu vois avec désespoir Irina qui se rapproche à une vitesse grande vers toi. Tu sens que tu peux pas résister au fait d'être attiré à lui. T'as extrêmement peur parce que déjà c'est l'incarné qui est en face de toi et en plus tu vois l'espèce de pics qui sortent de Marcus, donc t'as extrêmement peur. Peut-être tu te tournes au dernier moment et t'entends, tu souffres, hein, t'as mal, mais t'entends un bruit horrible de déchirement et tu t'aperçois qu'en fait il a sectionné tes deux ailes qui tombent au sol. Qui? Les pics de Marcus. Mais t'es collé presque corps à corps avec la créature. Je tape sur son visage avec mes 2 poings, même si j'ai un moignon, je suis hérissé de pics. j'essaie d'incarner Shajenko. De faire venir Shajenko dans mon rêve. Ouais, j'ai une mâchoire surdimensionnée, ainsi que des crocs énormes, comme ceux d'un tigre, voilà. Et je le mords là où je peux, si possible, jugulaire. Donc tu lui plantes ta mâchoire dans le cou, en fait, et tu sens que tu lui fais extrêmement mal, tu sens que tu lui arraches des trucs, mais tes dents sont coincées dans son cou, en fait, coincées dans ses cartilages, ses tendons, quelque chose comme ça. T'as du mal à t'en défaire. Et toi, tu essaies d'appeler Shajenko, et tu sens une présence derrière toi qui répond à ton appel. Je me retourne. Et tu vois une espèce d'homme nu, dont des plaies suintent le sang. Les bras sont transformés en crochets qui arrivent vers toi et il y a une croix de prêtre autour du cou. C'est visiblement pas chez Zenko. Et il essaye de venir te planter ces espèces de fossiles dans le bande d'eau, quoi. Ah, mais c'est ça, il faut aussi. Et toi, Marcus? Alors oui, tu le laboures complètement le visage, tu le martèles, tu martèles. Et en fait, vous apercevez qu'au bout d'un moment, son crâne vient de la bouillie complètement. Et il tombe. Toi, t'es toujours coincé, les crocs coincés dans son cou. Marcus, tu n'as plus qu'une main. Et tu as ton corps fait de picots, les membres en sang. Tu constates, Marcus, que Sven est en proie avec une espèce de créature horrible. Bah, je cours et je fonce dans la créature. Ok. À ce moment-là, elle tombe par terre et en fait, elle est pas très résistante. Elle se prend Marcus comme un boulet dans le torse. Elle tombe à terre et
elle a du mal à se mouvoir. Vous entendez surtout le brouhaha qui s'éteint peu à peu, la fumée qui disparaît, et Piotr qui sort de la fosse, qui s'avance vers vous, et qui vous dit merci. C'est à ce moment-là que vous réalisez que vous êtes tous les trois, Sven, Marcus et Irina, dans vos propres corps, à vous. Adulte? Adultes, sans aucune métamorphose. Et on... Par contre, Marcus n'a plus la main gauche. Et ainsi se termine La Madone Noire, épisode 38.